Bonsoir à tous. Je remercie votre présence et la manière dont la conférence est en train de se poursuivre. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance, c'est de l'information. L'intelligence, c'est de la compréhension. Et la sagesse, c'est de l'application. Nous sommes convaincus que nous aurons l'information ce soir et avec l'intelligence, vous allez comprendre et avec votre sagesse, vous allez appliquer. La première question est celle de savoir si les personnes qui étaient en ville avaient une expérience dans les affaires. Avant d'aborder la question d'expérience, nous devons d'abord nous poser des questions. Qu'est-ce qui entre en jeu pour créer un business? Premièrement, pour créer un business, il y a un chemin que nous pouvons suivre de façon consciente ou de façon inconsciente. Avant de commencer un business, vous avez un rêve. C'est très bien de rêver et d'encourager les enfants à rêver. Et on nous dit toujours, rêver grand. Vous pouvez avoir le rêve, un jour vous vous dites, moi je vais acheter la communauté des 30e, elle sera à moi. C'est un rêve, c'est gratuit. Mais lorsque vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des limites dans vos rêves, on parle maintenant d'une idée. Et lorsque vous commencez à quantifier votre idée, on parle d'un projet. Et lorsque vous prenez un papier et un stylo, vous écrivez votre projet, on parle d'un business plan. Et c'est à ce moment-là que vous cherchez l'argent. Pour commencer, un jour, je suis à la maison, j'ai appelé deux personnes qui devaient tondre la pelouse. Et un d'eux était en train de chanter une chanson très connue. Mais à l'époque, je ne connaissais pas qui avait chanté, mais j'avais entendu auprès de ce monsieur. Il dit ceci, Tafanya nini mbele ya kuwina, taanza pole pole kuweka feza. Alors il chantait. J'ai beaucoup aimé la chanson parce que ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'épargne. Sauf que la deuxième phase de la chanson m'a un peu rendu perplexe. Il dit Kisha tanja kutafuta kya kufanya. Ça m'a choqué. Je lui ai demandé est-ce qu'il croit à ce qu'il chante. Il dit oui. J'ai dit non, c'est une erreur. Parce que imaginez que je commence à mettre l'argent de côté chaque mois, je mets $500. Au bout de 12 mois, j'aurai $6,000. Imaginez que mon anniversaire, c'est le mois prochain. Je ne peux pas m'empêcher de sortir $1,000, comme on dit ici chez nous, Samoev. Je vais sortir $1,000, je vais fêter avec les amis. Par contre, si je sais que je dois acheter un taxi pour créer une autre source de revenus, je commence à épargner. J'ai atteint 6,000. Et qu'on m'a dit que le taxi coûtait 6,500. Pensez-vous que je vais sortir sur les $6,500 pour aller fêter? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai épargné avec un but. Chaque fois que vous voulez vous épargner de l'argent, vous devez vous poser la question, pourquoi vous le faites? C'est nos pères, frères et sœurs qui étaient au centre-ville. Est-ce qu'ils étaient expérimentés? Oui. Suffisamment expérimentés. D'ailleurs, les banques qui sont au Congo, les banques commerciales, ne financent pas des gens qui viennent de commencer. Si vous avez commencé hier, vous avez un mois dans le business, vous allez chercher de l'argent dans une banque, on ne va pas vous donner. Pourquoi? Parce que l'expérience compte à 50% dans la réussite. Donc, à cette question, est-ce qu'ils avaient l'expérience? Exactement, ils avaient l'expérience. La deuxième question, est-ce qu'ils travaillaient avec les hommes de confiance? La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie dans une autre personne. Par exemple, je peux dire, la relation avec mon frère est basée sur la confiance. Et tous qui sommes ici, les parents qui sont ici,
Tout le monde sait que trouver quelqu'un de confiance, même un domestique, ce n'est pas facile. Vous allez constater que plusieurs fois dans nos maisons, on a changé de domestique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le faire confiance à un moment donné. La confiance, comme le maître a fait dans la parabole, on dit qu'il laisse ses biens, on dit longtemps après, il a fait confiance aux gens. Mais il a fait confiance parce qu'il connaissait leur capacité. La Bible dit, il a donné les talents selon les capacités de chacun. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nos frères et sœurs, nos parents qui étaient en ville, avaient des personnes de confiance ou pas? Vous allez constater que la plupart des temps, même le business que nous avons, il n'y a pas de critères de recrutement. On recrute des gens en fonction du fait qu'ils parlent beaucoup en langue. On recrute un frère parce qu'il est régulier à l'église. Mais la gestion, c'est autre chose. Vous pouvez être bon en prière, mais un mauvais gestionnaire. C'est quoi les critères que nous on avait? Et lorsque les hommes d'affaires se sont rendus compte que on ne peut pas travailler avec les frères de l'église, à un moment donné, c'est très compliqué, ils se sont repliés à la famille. Ils ont commencé à travailler avec l'oncle, le papa Leki et tout ça. Et à la fin, ceux qui sont dans les affaires savent que ce n'est pas facile. On a pris le problème des familles, les gens ont transposé ça dans le business. Chaque fois que vous allez dire, je n'ai pas d'argent, mais dans le business, dans un magasin, il y a l'enfant de l'oncle qui sait qu'on a quand même vendu aujourd'hui. Parce que lui, il confond les recettes et les bénéfices. Aucune politique de recrutement. Et lorsque l'homme d'affaires se rend compte que et la famille, ça ne marche pas. Et les frères de l'église, il est un peu déçu. Il y a trop peu qui sont corrects. Il s'est dit, c'est fini. C'est lui-même qui a les clés du dépôt. C'est lui-même qui a les clés des magasins. C'est lui-même le propre chauffeur. À la fin, il se trouve complètement épuisé. À 70 ans, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Qu'est-ce qui l'amène à ça? La politique de recrutement des personnes. Il n'en a pas. Et la conséquence, lorsque vous gérez le business vous-même, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, et ça c'est la réponse de la plupart d'hommes d'affaires à Lubumbashi. Quand vous lui posez des questions, pourquoi vous n'écrivez pas ce que vous vendez? Parce qu'il pense qu'il va écrire pour quelqu'un d'autre. Il ne peut pas. Magasin à Piri, c'est ma femme. Magasin à Tato, donc on ne peut pas écrire. Lorsque vous posez la question, la maison que vous construisez, est-ce que vous avez noté les dépenses? Ils disent ceci. Quand on a un kwanjik, on t'a dit découragé. Ouais, djenga tout. Et ça, c'est la conséquence lorsque vous gérez le business vous-même. Vous confondez votre poche et la poche du business. Un jour, j'ai demandé à un homme d'affaires de commencer à faire un effort. De commencer à écrire, faire un effort. Et il a commencé à écrire et il s'est rendu compte, il a dit à quelqu'un d'écrire, et il s'est rendu compte que les gros de son bénéfice, c'est dans les dépenses personnelles de futilité comme ça. Quelqu'un passe au magasin, mon pâtier me le $20. Un frère était en évangélisation, il est passé par là, mon pâtier me le $10. Et lorsque à la fin, il a calculé et il s'est rendu compte que il a dépensé beaucoup d'argent. Même son bénéfice était vraiment, il a dit non, nikanja kwanjika hivi, sitaanza kusaidia tena bantu. Mieux vaut niache. Pourquoi? Il a eu peur de ce que les chiffres lui disent.
Lorsque vous gérez vous-même, c'est très dangereux. Alors, est-ce que lorsque les hommes d'affaires étaient là en ville, est-ce qu'ils n'avaient pas de la concurrence? Même ici à la Kenya, est-ce que les gens ne font pas de la concurrence? La concurrence, c'est quoi? C'est une rivalité lorsque les gens se retrouvent en face de plusieurs clients et ils vendent des choses presque similaires. Et lorsqu'ils sont en train de vendre, et vous allez constater qu'ils se jettent un peu de cartouches. Quand vous allez dans un magasin, vous dites, ah, Inkochi, non, mais Inko cher. Et puis l'homme d'affaires te dit, non, non, il n'est original ni à Turquie, il est abonné à Ngwanzou. Pourquoi il dit ça? C'est de la concurrence. C'est de la concurrence. Les hommes d'affaires étaient en concurrence. Mais la question qu'on se pose, mais pourquoi, quand ils étaient en concurrence, ils ne fermaient pas les magasins? C'est parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les hommes d'affaires, ils faisaient de la concurrence de la même façon, avec les mêmes armes. Lorsque les autres sont venus avec des armes différentes, eux, ils n'ont pas tenu. Comment ils faisaient? Vous allez constater que la plupart de nos pères, mères, oncles qui avaient des magasins, ils avaient les mêmes habitudes. Ils achetaient en Tanzanie, ils achetaient en Zambie, en Chine, à Dubaï, tous. À ce point-là, il n'y avait pas de problème. Ils avaient une certaine façon de fixer les prix. Ils peuvent acheter à 10 $ à l'époque et ils pouvaient vendre à 50 $. Ils faisaient des bénéfices énormes. Mais lorsqu'ils se retrouvent maintenant devant des gens qui sont habitués à faire de peu de bénéfices, c'est que lui, il vendait à 50, les autres viennent vendre à 25, il est perdu. Complètement perdu. Les hommes d'affaires, à l'époque, quand ils étaient entre eux, ils avaient la même manière de fonctionner presque tous. Ils notaient difficilement. S'ils notent les ventes, ils ne notent pas les dépenses. S'ils notent les ventes, les achats, ils ne notent pas. Les banquiers en souffrent. Les banquiers souffrent. Il faut demander à un banquier, vous lui posez la question, c'est combien ça coûte pour faire un dossier d'un Congolais? Les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas facile. Parce qu'ils ne notent pas. Si tu lui demandes les factures des marchandises à Kalius, ma facture depuis janvier, ils n'ont pas. Dès que les marchandises arrivent au dépôt, les factures, ça ne sert plus à rien. Ça, c'est un Congolais. Les hommes d'affaires, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, certains, c'est étonnant. C'est difficile, où qu'on habite à mon ville, que tu vois un magasin des Congolais, on a déjà écrit fermé pour raison d'inventaire. C'est compliqué ça. Il travaille toujours. Il ne peut pas fermer. Mais vous voyez un magasin comme Hyper Psaro, mais vous passez à côté, vous voyez, c'est écrit fermé pour raison d'inventaire. Un grand magasin comme ça. Mais quelqu'un qui a 6 mètres sur 5, il ne peut pas. Il vend chaque jour. C'est seulement lorsque toi tu vas entrer dans son magasin, tu lui poses la question, micro, il est de quoi qu'il y a rouge, fiston, regardez d'abord au dépôt, c'est fiston qui va lui dire, aucune politique de gestion du stock. Ça c'est un Congolais. La concurrence existait, mais on ne fermait pas parce qu'on faisait la même chose. Mais lorsqu'on se rencontre devant une concurrence comme des expats, ça devient compliqué. Et là, c'est la meilleure. Lorsque les hommes d'affaires se rendent compte qu'ils n'ont plus de moyens pour tenir, comment maintenant ils arrivent à analyser ce qui est arrivé dans leur vie? En fait, ça c'est une maladie que nous souffrons tous, y compris moi. Imaginez que, comme j'ai le micro en main, je tombe. Je meurs. Je vais vous inviter ces jours-là de venir à mon deuil. C'est là que vous allez entendre les gens dire, pourquoi on a dit ça? Et là, on a déjà trouvé une réponse. On ne peut pas amener mon corps à la morgue pour faire l'autopsie. Et cette maladie-là, nous avons appelé ça la réponse facile.
on trouve des réponses à tout. On ne réfléchit pas à un moment donné. On a déjà la réponse. Pourquoi on va réfléchir encore? En 2012, il y avait une banque qui existait en ville qu'on appelait ProCrédit Bank, qui n'existe plus. Cette banque a beaucoup travaillé pour que le mindset des Congolais change. Mais ce n'était pas facile. On a dit aux gens, commencez à écrire. Écrivez vos dépenses. Les gens ne comprenaient pas. Je me rappelle un papa qui avait un très grand magasin en ville, me dira un jour, Moutoto, il y a une activité, moi, Mobutu, et on a connu de haut et de bas. On n'a jamais fermé. Ce n'est pas aujourd'hui que tu veux me donner la leçon. Aujourd'hui, les magasins n'existent plus. Lorsque les choses changent, il faut changer de stratégie. Les hommes d'affaires ont trouvé des réponses faciles. Un homme d'affaires a dit que marchandise ya baindien yo inakuyaka mu maconteneur ile naletaka mabitu ya kutengeneza nabio mabalabala. C'est comme ça qu'ils ne payent pas la douane, et comme ils ne payent pas la douane, ils vendent moins cher par rapport à nous. Est-ce qu'il a des preuves? Il n'en a pas. C'est une réponse facile. Les autres, ils ont dit que les Indiens, makuta yabo banabebaka ni kwabo. Njomana mabanki yabo inabapatia makuta moins cher. Banaweza kupatia makuta mu 5%, 2%. Ça moi banabapatia tu bia boule, juu bakoye batukombanisha. Ça c'est une réponse facile, mais ça nous a fait réfléchir. On est allé un peu plus loin pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe en Inde. Ça c'est la banque de Bombay, la banque centrale de l'Inde. On est allé vérifier c'est quoi les taux fixés en Inde. Ça c'est un journal, vous pouvez le vérifier sur internet, la date elle est là. On s'est rendu compte que le taux directeur pendant cette période était à 6,25. Alors, et les taux d'intérêt qu'on donne le crédit aux gens étaient à 12%. Alors, c'est quoi un taux directeur et un taux d'intérêt? Voici comment ça fonctionne. Lorsque la Banque centrale, vous voyez là, c'est écrit BCE. Bon, c'est la Banque centrale européenne. On a laissé ça comme ça. La Banque centrale est, du coup, là où le pointeur il est en rouge, la Banque centrale donne les crédits aux banques commerciales. Lorsque les banques ici, Equity, BCDC, TMB, UBA, Access Bank, toutes ces banques, lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils peuvent aller à la Banque centrale. La Banque centrale leur donne de l'argent à crédit. Mais le taux là que la Banque centrale va leur fixer, c'est ce qu'on appelle le taux directeur. Et à Mumbai plutôt, le taux directeur à cette période était de 6,25. Alors les banques, eux, ils vont maintenant donner aussi aux habitants. Vous voyez les maisons qui sont là. Ils vont vous donner, vous, les commerçants. Vous allez maintenant aller chercher l'argent aux banques commerciales, au taux d'intérêt. Alors, vous allez maintenant, c'est les commerçants qui vont prendre l'argent, qui vont mettre dans l'économie du pays pour que ça tourne maintenant. Ils achètent la marchandise, ils créent les entreprises, ils créent les usines, tout ça. Et la Banque centrale joue le rôle de régulateur pour contrôler les marchés. Ça, ce n'est pas notre question. Alors, lorsque la banque de Mumbai donne aux banques commerciales, c'est à 6,25. Et les autres banques, les gens qui partent chercher de l'argent, ils prenaient à 12. Oui, vous allez venir. Vous allez comprendre par là que les banques, les gens qui ont dit, les Indiens, eux, ils prennent l'argent chez eux à 5%. C'était une réponse facile. Ils n'ont pas vérifié l'information. Alors, pourquoi nous, on ne s'associe pas? Ça, c'est compliqué déjà, même dans une famille. Pour les Congolais, ça, c'est compliqué. Pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord ensemble pour faire front? Un Congolais.
Les Congolais, ils peuvent être sur une galerie comme ça. Ils entendent qu'on est en train de vendre cette galerie. Ils vont accepter tous de partir sans se mettre d'accord pour acheter. Vous savez pourquoi le lion est le roi de la forêt? Ce n'est pas parce qu'il est le plus fort. Non. Quand vous cherchez entre le lion et le tigre, l'animal fort, c'est le tigre. Le tigre va jusqu'à 3,30 mètres. Le lion, le plus grand, s'arrête à 3 mètres. Le tigre va jusqu'à 1,10 mètre de hauteur. Le lion, le plus grand, s'arrête à 1 mètre. La mâchoire du tigre est très robuste que la mâchoire du lion. Si on le met ensemble dans une cage, un tigre et un lion, le tigre va gagner. Mais le problème, pourquoi le lion est le roi de la forêt? C'est parce que le lion chasse en groupe et le tigre chasse seul. La conséquence, ceux qui chassent en groupe sont plus forts et ils deviennent des rois. C'est ça les Congolais. Ils ont la connaissance du business. Ils sont nationaux, ils ont boulot ni tout. Mais le fait que chacun court dans sa direction, ils perdent devant la concurrence. On n'a pas le respect des textes, nous, les Congolais. Dès qu'on commence le business ensemble, une année ni aminge, toi tu bikate tu, toi chani, kila mtu afanye biaki. On n'a pas la culture des textes. On ne peut pas se mettre ensemble. Deuxièmement, les gens se posent des questions. Qui va gérer? C'est vrai, avec le frère Armel, on se met ensemble. Tous les magasins, tous les parcelles, qui va gérer? Il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié la gestion, la comptabilité de société, le droit de société. Ils sont avec nous dans l'église. Ces questions ici demeurent encore. Et comme chez nous, quand papa a le business, on veut que lorsque le soir, la maman arrive, on appelle mère boss. Et nous, on aime ça. Mais quand on va créer une société ensemble, cette histoire de mère boss s'arrête. Si on s'associe à 5 personnes, ça sera qui sera la mère boss de qui? Par conséquent, la société va fonctionner comme une société. Et ça, les gens n'acceptent pas. Et puis, lorsque vous vous mettez ensemble comme une société, ça réduit la marge de manœuvre. Bon, vous ne pouvez plus appeler comme ça. Mon papa, ma 5 sacs à ciment, chantier ndélé. Vous ne pouvez plus faire ça. La conséquence, on ne peut pas se mettre ensemble. On préfère mourir chacun dans son coin. Après, on se pose des questions. Pourquoi les expatriés ont pris la ville? Vous allez constater que même si vous allez loin, vous dites, notre frère Igo, lui, va gérer. À un moment donné, l'argent que vous lui payez là, il s'est dit, dès que vous voyez un nouveau véhicule, est-ce que vous voyez tout me changer? On n'a pas la culture des textes. Et ça nous a amené là où nous sommes. La question est, on fait maintenant quoi? On fait quoi? Demain, quand ces gens vont venir à la Kenya, on fait quoi? Quand ils iront à Caravia, on fait quoi? Avant de répondre à la question, posons-nous la question. Qui finance ces expatriés? Qui les finance? Les gens qui avaient dit l'autre fois que ces gens-là, ils sont financés par leur banque, ont changé aujourd'hui, ils vous disent que ma banque yetu inapatiaka baendie mu matomo ya chini sana. Mais nous les nationaux, quand on part, bantupandishiaka to. Ils ont trouvé une réponse facile. Ils ont souffert de la même maladie. La réponse facile. Vous savez, une banque c'est quoi? Une banque fonctionne avec l'argent de quelqu'un d'autre. Si la banque, la logique c'est de faire le bénéfice sur cet argent-là. Notre ancien, c'est la banque. Si moi je lui donne $100 000, lui il ne peut pas garder cet argent-là.
il va prendre cet argent, il va donner au pasteur Jules. Et il va me dire ceci, comme le maître a dit, il fallait déposer mon argent à la banque et je devais prendre avec intérêt. C'est comme ça que les banques fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Tu déposes l'argent, la banque te dit, l'argent que tu me donnes pour garder pour toi, tu vas prendre après combien de temps? Tu dis, bon, minta beba après une année. Très bien. Bon, moi je vais te donner un taux de 6%. Toi tu es content. Si je pars, comme le maître, on a dit, il est parti longtemps après. Il dit, je vais venir prendre après 12 mois. Et le banquier va dire, ton argent là, moi je vais te donner à un taux de 6% par exemple. Ah, le maître dit, yes, ça c'est très bien. Maintenant, le banquier ne va pas garder cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des gens qui sont dans le besoin de financer le business. Et lorsque ces gens se présentent, il va prendre sur les 6 que lui va payer, il va ajouter son bénéfice. Alors, lorsque les gens ils disent, quand les Indiens partent, on leur donne à un taux faible. Quelle est la raison d'un banquier va donner à un Indien à un taux faible? Pour gagner quoi? C'est juste une réponse qui est facile. Une réponse qui est facile. Alors, la première des choses, nous devons retenir que les chiffres, c'est le terrain d'atterrissage de tout ce que nous faisons. Faites vos études d'ingénierie, c'est bien. Je suis bon en tant que maçon, bravo. Je suis médecin, je connais très bien. Mais lorsque les chiffres entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez à la maison ne marchent pas, vous allez laisser l'hôpital et devenir commerçant. C'est les chiffres. Lorsque les chiffres ne sont pas bons, vous allez arrêter ce que vous faites. Pourquoi vous allez continuer à faire? Mais si vous ne maîtrisez pas les chiffres, vous allez fermer. Vous allez fermer lorsque vous êtes face aux grands concurrents. Alors, cette définition que j'ai mise là, beaucoup de parents ont envoyé les enfants à l'extérieur du pays, à Kassapa, à où nous tous nous avons étudié cette définition, ce qui est au-dessus de la comptabilité. Quand je parle de la comptabilité, souvent les gens ils disent tu es comptable. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste pour vous montrer, si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, vous n'allez pas tenir longtemps. Parce que les chiffres, c'est votre miroir. Le maître, quand il est rentré, la première des choses, faisons les comptes. J'avais 5, c'est les chiffres. J'ai gagné 5, c'est les chiffres. Par contre, nous, on s'est comporté un peu comme le paresseux là. On a soupçonné les maîtres, on a trouvé des réponses faciles. Tu vois, toi là, tu gagnes là où tu n'as pas semé. Tu vois, toi là, j'avais peur de tout. On trouve des réponses faciles. Et le maître s'est fâché. Il a dit, regarde ces gars, c'est un paresseux. Alors, ici on dit la comptabilité, selon la version révisée de Cisco Wada, on dit c'est un système d'organisation. Toute cette définition ici, ce n'est pas ce que je voulais vous dire. J'en ai pas vraiment besoin parce que les enfants qui sont allés étudier, ils sont rentrés avec cette définition. Ça n'a pas empêché les magasins de papa et maman de fermer. Ça a fermé, mais l'enfant a fermé le magasin avec son père avec la définition en tête. Alors nous avons essayé un peu de simplifier ça. C'est cette définition qui est plus bas. Nous disons ceci, la comptabilité peut être interprétée comme une interprétation chiffrée de la vie économique ou de l'activité que l'entrepreneur exerce. On interprète ça sous forme de chiffres. Je vais être un peu plus clair. Imaginez qu'une maman achète un sac de braise. Le sac de braise, il coûte 30 000 francs. Et il rentre avec ce sac à la maison. Il ouvre et il va faire de tas. Et il va faire 100 pièces, 100 tas comme ça. 100. Et avec ces 100, il va vendre à 500 francs. Bon, je ne sais pas si c'est un colis, tout ça. À 500 francs. S'il calcule, normalement, il va gagner 50 000 francs.
Et son bénéfice est de combien? 20 000 francs. Alors moi, je suis entre guillemets le comptable de la maman. Je vais lui poser la question. Vous avez acheté à combien? 30 000 francs. J'ai écrit prix d'achat égale 30 000. Vous avez vendu à combien? J'ai vendu 100 pièces à 500 francs la pièce. Prix de vente égale 100 multiplié par 500. Ça me fait 50 000. Bénéfice égale 20 000 francs. J'ai fait une interprétation chiffrée de ce que lui, il fait comme activité de chaque jour. Là, c'est clair. Je pose la question à la maman. Chaque jour, vous mangez combien? Elle me dit 5 000 francs. Je suis au niveau des dépenses. Ce sac de Brest là fait combien de jours? Si elle me dit ça fait 3 jours, très bien. Donc, dans 3 jours, Outakula 5 000, 5 000, 5 000. Dépenses de ménage, ça fait combien? 15 000 pour que Makalaïch. Batoto kama banta kwenda kwa masomo unabalipiaka makuta ya transport ngapi? Oh, mina wapachaka ni 500 francs juu bakule tu par récréation, juu masomo inakwalaka tu pembeni. Consommation des enfants 500 francs par jour. Si l'école a, ils vont étudier pendant 20 jours, ça va faire combien? Ça va faire 20 000 francs. Si je prends le 20 000, j'additionne à ces 15 000, ça fait combien? Ça fait 35 000. Ça va directement, je dis à la maman, si vous continuez dans cette allure, votre activité va faire comment? Va disparaître. Pourquoi? Je fais une interprétation chiffrée de ce que lui, il fait de façon quotidienne. Mais si je n'ai pas cet amour des chiffres et que je n'arrive pas à interpréter ça comme ça, vous allez fermer votre activité et vous allez trouver des réponses faciles. Balini roka. Baba mama tontumika kanabo hapa banakwaka baklia banendaka paka kubale kwanga bakuyaki. Vous allez trouver des réponses faciles. Tout ce que vous allez faire en business, les résumés, c'est les chiffres. Si vous n'aimez pas les chiffres, vous n'allez pas prospérer. Faites comme le maître du business, le maître qui avait laissé ses travailleurs. Donc, tous ces gens qui sont ici au marché, que nous voyons avec des parapluies, peuvent tenir une comptabilité. Ils peuvent le faire. Et c'est ça, les banquiers en souffrent aussi. Quand un Congolais va chercher l'argent, il y a des gens qui ont dit, si un Indien, un expatrié va chercher l'argent dans les banques, leur dossier ne traîne pas. C'est oui, c'est vrai. Ça ne traîne pas, c'est normal. Pourquoi ça va traîner? Parce que quand un banquier lui dit, donne-moi les dépenses de carburant, donne-moi les dépenses des salaires, donne-moi les dépenses de tout ce que tu achètes, il entre dans son bureau et il vous sort le colis. C'est ça. Voici comment je fonctionne. Et lorsque les banquiers regardent, disent, non, ça c'est intéressant. Parce que moi, un banquier, je dois donner l'argent de quelqu'un d'autre. Je dois voir clair dans ce que tu fais. Parce que si je ne vois pas clair, je ne te donne pas. C'est l'argent de quelqu'un d'autre. Mais allez poser cette question chez un Congolais. Donnez-moi comment tu dépenses. Comment tu as construit. Il n'a rien. Même la maison qu'il construit, il n'a pas de devis. Il faut qu'un banquier puisse aller lui dire, si tu veux que la banque te donne l'argent pour construire, il faut nous donner un devis. Moi, banque, exagère. Comment tu dépenses l'argent du business dans un bien qui ne va pas produire un bâtiment et que tu n'écris pas? Comment c'est possible? Et là, on dit, comme nous, on a toujours des réponses à tout, Indien, chaque fois, il y a un complot dans ma banque. Pourquoi? Parce que toutes les banques ne sont pas congolaises. On a trouvé une réponse facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la solution, nous avons trouvé 7 solutions. La 8e solution, ça nous avons laissé pour vous. Nous savons que vous êtes dans le business, vous êtes dans les affaires, vous êtes peut-être très outillés, comme le frère Armel a dit, par rapport à nous. Vous connaissez beaucoup, mais ça, on essaie seulement de vous aider. La première condition, c'est ayez l'amour des chiffres, il faut comprendre le langage des chiffres. Premièrement, il faut avoir l'amour des chiffres.
Deuxièmement, il faut comprendre les chiffres disent quoi. Je donne un exemple. Quand vous entrez dans le magasin d'un Congolais, vous posez la question, la chemise ici, elle coûte combien? Il vous dit 50 000 francs. Tu dis, Nico, on a 40 000. 40 000 à tout baby. On a 5 000. Non, on a 3 000. Bon, tu vas te mettre boss. On prend le téléphone, on appelle le patron. On a les chemises façonnables, il est à 50 000. On dit, pourquoi on a 43 000. On sait ma Dieu. Bon, mon pachi. Et vous entrez à la deuxième porte, vous entrez chez un expatrié. Vous trouvez la chemise. Cette chemise, elle coûte combien? 50 000. Nico a 40 000. Un instant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une machine. Non. On gagne à 5 000 francs. Qu'est-ce qu'ils vérifient? Et ça, c'est un constat que nous avons tous fait. Et nous, on fait différemment et on pleure. On se dit comment ça fonctionne. Lui, il a l'amour des chiffres et il veut comprendre les chiffres lui disent quoi? Que je puisse vendre ou que je ne puisse pas vendre. Je vais perdre ou je vais gagner. Sur Muero, il y a un magasin qui vend des congélateurs et tout ça. Vous allez constater que quand vous allez vous dire le congélateur c'est combien, on vous dit 400 $. Et puis vous dites mon niveau on a 300. Bon, où est le coin et vous allez trouver un monsieur qui est devant un ordinateur, il va te dire le code c'est combien? Code Yaïle Kintu Ningap. Et vous allez, on va te dire non, 14 bar 38 tout ça. Et il va mettre ça, il va dire 300, on gagne à tout 20 $. Qu'est-ce qu'il vérifie? Selon vous. Pourquoi nous, on peut gérer un magasin de 200 articles, mais bien te dit comme Kichu. Marteau. Non, on gagne à tout 300. Brouette. Brouette, 180 $. Bon, l'état tout. Comment nous on fonctionne? Et on veut faire face à ces gens. Troisièmement, on doit enlever notre orgueil. En fait, il y a des gens qui ne veulent pas jusqu'à aujourd'hui d'engager des gens pour écrire. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la personne là, son travailleur, il a le sentiment qu'il va commencer à les contrôler. Parce que quand il va dire, mon pâtier, il y a un monsieur qui va écrire, on a donné 20 $ à tel. Parce qu'à la fin, il doit te donner un rapport. Et ça, les hommes d'affaires n'aiment pas. Ils aiment, s'il arrive à la caisse, il peut me donner 100 $. Que la personne qui lui a donné 100 $ ne puisse pas savoir, ça va aller où. Donc, on n'a pas besoin de comptables. Et ça nous tue. Mettez quelqu'un pour dire. Mettez quelqu'un. Et quelqu'un m'a dit, non, si je mets quelqu'un pour écrire, il va connaître le secret de mon business. Est-ce que, qui connaît faire ça? Ce que nous avons écrit là. Nous avons les dessins là, l'hamburger ou le sandwich, quelque chose comme ça. Tout le monde connaît faire ça. Combien de personnes ont fait ça et ils sont millionnaires aujourd'hui? Nous connaissons. Hein? Tu sais que tu achètes le pain, tu prends de la salade, tu mets à l'intérieur. Et ça s'appelle sandwich. Combien de personnes vont se dire, nataka kuacha kwenda Dubai, nataka kuacha kwenda Tanzanie, vile mimi najua kutengeneza hii, nataka kuacha kufanya hii. Combien de personnes? C'est pas parce que vous connaissez que vous allez réussir. C'est à l'époque où les gens pensaient que la Chine c'est extraordinaire. Aujourd'hui, les gens achètent des histoires en Turquie dans leur maison. Ils voient une robe, ils passent la commande, on lui envoie. Donc c'est pas un mythe. Donc ça ne sert à rien de penser que si quelqu'un connaît, il va faire. Non. Faire le business, c'est un don. D'abord. Sur les 3 personnes, il y avait 2 qui avaient la capacité de fructifier ce que le maître a donné. Mais un n'en avait pas. Il a échoué. Moi, je peux être bon en tant que maçon. Et c'est mon domaine. Si je fais le business, ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre, il est bon en tant qu'avocat. Dans sa peau d'avocat, il est bon et il gagne sa vie.
Donc si vous réussissez dans le business, ne pensez pas que si quelqu'un d'autre connaît, il va faire comme... C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont vu des gens prospérer dans les transports. Et ils ont dit, Nami nata kuza taxi, Nami niweke mon ligne, batanja kuni verser 60 000 francs, quand il y a 60, n'a multiplié par 30, et ils ont mis les taxis. Et un mois après, il t'a dit, Michita Pima Katena Mambo transport. C'est un don. Ne pensez pas que tout le monde peut faire ce que vous faites. Soyez à l'aise. Donnez la responsabilité aux gens. Ils ne vont pas faire. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est en toi. Déléguez le pouvoir aux gens. Il faut donner les responsabilités aux gens. Vous avez des travailleurs qui travaillent chez vous. Ce qui m'étonne, quand vous prenez le point 6 aussi, il faut déléguer le pouvoir et mettez les gens en conflit. Il faut les mettre en conflit. Vous êtes au magasin, carburant à groupe Inesh. Vous dites à Fiston, viens. La même personne va demander le prix des carburants. La même personne revient vous dire le prix des carburants. Et vous faites comment? Qui vous dit que ce qu'il vous a dit c'est vrai? Qui vous dit que ce qu'il a dit c'est vrai? Mettez les gens en conflit. Toi vas demander le prix, toi tu vas aller acheter. C'est facile. J'ai vu des écoles. Des écoles. La personne qui perçoit l'argent à la caisse, c'est la personne qui doit renvoyer les gens. C'est la même personne qui doit donner des dérogations pour que les gens rentrent dans les classes. Comment vous pensez faire ça? Vous risquerez d'avoir une école dans une école. C'est moi qui reçois l'argent à la caisse. C'est moi qui dois chasser les gens. C'est moi qui va dire que parce que Baba est bien. Comment c'est possible? Mettez les gens en conflit et donnez les responsabilités. Faites déléguer le pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt un jour de rester à la maison pendant 2 mois, sans aller au magasin et votre magasin continue à fonctionner? Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est que votre magasin va partir avec vous. Le jour que vous mourrez, votre magasin s'arrête. Si vous êtes à mesure de partir et regarder votre magasin de loin et ça continue à fonctionner, c'est que vous devenez riche. Ce que vous avez fait confiance aux gens. C'est qu'il y a des gens qui sont compétents pour vous aider à avancer. Il y a quelqu'un qui a dit, mieux vaut prendre 1% d'un éléphant que 100% d'une fourmi. Nous, on veut avoir tout nous-mêmes. Et ça, c'est notre problème. Septièmement, ne soyez pas la personne qui a l'obligation d'écrire. Vous ne pouvez pas, je vous assure. Écrire, ce n'est pas facile. Même si vous êtes le meilleur comptable du monde, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que c'est fastidieux. À partir du moment où ce n'est pas une obligation pour vous, vous n'allez pas faire. Il y a des gens qui sont à l'église ici, des gens qui ont fini à l'économie, des jeunes qui sont talentueux. Prenez ces gens-là, mettez-les quelque part là. Dites-lui, toi ton travail, voici l'ordinateur, tu m'écris toutes les dépenses. C'est ça, c'est important. Si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas quelqu'un pour écrire régulièrement, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez prier, vous allez parler en langue, mais la gestion, c'est de l'intelligence. Alors, nous avons prévu un cas très pratique d'un Congolais qui vend et d'un, je ne sais pas si le temps va nous permettre. Je suis sûr que les hommes d'affaires qui sont ici, ils voudraient voir dans la pratique comment on peut s'y prendre. Et je pense que ça peut nous aider. Est-ce qu'on peut juste nous balancer les fichiers Excel? On commence dans la manière de penser d'un Congolais. Comment les chiffres on les fait et comment on arrive à fixer nos prix. Et comment un Congolais fixe ses prix. Comment on arrive, lorsque les taux, on était à 2900, et puis subitement, le taux change. On n'est plus à 2900, on est maintenant à 2200. Comment vous faites?
Comment on fait? C'est là que vous allez constater qu'un Congolais fait ceci. Quand vous arrivez, vous lui dites, parce que le taux a chuté, vous lui dites, il vous dit, Atouzi Chimbeli. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas vendre, parce qu'il ne sait pas fixer le prix de vente. Du fait que le taux de dollar a bougé. Il ne sait pas. Voici comment nous avons pris un cas. On va nous enlever d'abord le prix de vente. Ça, c'est un Congolais qui est parti en Chine au mois de janvier. Il est parti acheter la marchandise. Le premier article qu'il a acheté, ce sont des pneus. Il a acheté une quantité de 150 pièces. Et en Chine, un pneu coûte 27,77 $. Nous sommes au niveau des prix d'achat, là où c'est en jaune. Alors, il arrive au Congo, il veut vendre ses pneus. Je demande à un commerçant ici, comment il va fixer le prix, à combien il veut vendre ses pneus ici. On prend un chiffre, celui qui est volontaire. Il fait x2, il fait x3, ou il peut vendre à combien? Selon l'expérience que vous avez. On peut faire à combien? Il a acheté à 27 $ le pneu. Là, le prix de vente, on peut mettre combien? On peut faire même x2. Combien? 50 $. Très bien. 50 $. Alors, les Congolais, ils mettent le prix à 50 $, c'est-à-dire pratiquement un bénéfice de 22,23 s'il vend 50. La question qu'on se pose, comment il a trouvé le prix de 50 $? Comment on arrive à fixer son prix à 50 $? Est-ce qu'en mettant 50 $, on est en train de travailler avec bénéfice ou on travaille avec perte? Voici maintenant la différence d'un expatrié. On va aller du côté expatrié. Voici comment eux, ils s'y prennent. Il va partir, il va acheter les mêmes articles que nous avons achetés en Chine. Nous sommes partis ensemble. Mais lui, il fait quelque chose de pareil. Il va d'abord mettre les billets d'avion, l'hôtel et le séjour. Je suppose que ça lui a coûté 3 000 $. Les billets, les séjours et les déplacements. Nous allons mettre 3 000 $ là-bas. En mettant 3 000 $, ce tableau dit, chaque article prend une partie de ces 3 000 $. Ça veut dire, si nous rentrons du côté des pneus, au-dessus, les pneus qui ont coûté 27,77 parce qu'il a dépensé au total 4 126, les pneus ont pris 120 $ dans les 3 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux avoir le pointeur en rouge. Celui-ci, il pose souci. Vous voyez, voilà, vous pouvez mettre le curseur là où il y a les 120 $. Là, ces 120 $, c'est la partie de ces pneus dans les 3 000. Et tous les articles, si nous allons jusqu'en bas, vous allez constater que tous les articles ont pris quelque chose dans ces 3 000 parce qu'à la fin, nous avons les 3 000 $ qui sont en bas. Qu'est-ce que l'homme d'affaires expat fait? Il va payer les frais maritimes. Ma marchandise, mon bateau, il va payer le frais maritime. Nous mettons, par exemple, 5 500 pour les conteneurs. Quand il va mettre 5 500, sa comptabilité va lui dire, écoutez, en mettant 5 500, voici ce que ça représente. Les pneus ont pris combien? Dans les 5 500, les pneus ont pris 220 $. Ce qui suit, les caoutchoucs ont pris 1 $. Ce qui a suivi, les rotules ont pris 33 $.
Et à la fin, il a ses 5500. Il continue, il va payer, la marchandise arrive à Dar es Salaam, il va payer les transports en route pour que ça arrive à la douane. Il paye, par exemple, 6500. Ça, c'est un exemple. Lorsque nous mettons 6500 là, comment ces 6500 sont répartis selon les articles? Les pneus ont pris combien, si nous allons au-dessus? Voilà, les pneus ont pris $259. L'autre article a pris 1,6 et il va payer la douane peut-être à $9800 pour son conteneur. Et la douane va faire pareil. Chaque article est en train de subir les frais accessoires d'achat. Lorsqu'il va mettre 9800 là-bas, 9800, et la douane va être répartie selon les articles. Et lorsqu'il remonte un tout petit peu, il se rend compte que les pneus, 391, les caoutchoucs, $2, et tout jusqu'à la fin, c'est le 9800. Mais en route, il y a les transbordements qui arrivent. Il faut déplacer les camions qui vont partir du bateau vers un véhicule et tout ça. Et là, nous allons du côté transport, nous avançons avec les fichiers. Et là, la partie autre transport et transbordement, la manutention, nous mettons par exemple $1000. Lorsque nous mettons le $1000 et on remonte au-dessus, on va voir le $1000. Les pneus ont pris combien? Les pneus ont pris $6 et les pneus ont pris $39. L'autre qui a suivi les caoutchoucs 0,2 et à la fin, ce tableau vous dit il y a $6,88 qui se sont ajoutés dans le prix de $27. Et la conséquence, les pneus qui ont été achetés en Chine à $27 arrivent au Congo dans le magasin. Nous sommes au niveau des Q5. Ça arrive à $34,63. Les caoutchoucs, on peut mettre les curseurs là pour faciliter la vision. Là, au-dessus. Voilà. Le pneu qu'on avait acheté à 27, ça arrive à 34. Les rotules qu'on avait acheté à 0,52 arrivent à 0,65. C'est à ce moment-là que les autres commencent à réfléchir à quel prix je vais vendre. Mais ça, je peux dire, c'est quasi inexistant chez les Congolais. Lorsque maintenant, nous avons dit, notre prix c'est $50. Lui, lorsqu'il va mettre le prix de vente, ici, on n'est pas d'abord au prix de vente, il va maintenant fixer son prix de vente à partir de là. Il est à 34. Si nous allons au niveau du fichier prix de vente, nous sommes prix de vente, là où c'était le fichier qui suit, prix de vente pour, voilà, là-bas, exactement. Vous constatez maintenant que nous avons acheté à 27, les marchandises sont arrivées à 34, et là, on peut fixer notre prix. Mettons le $50 que notre frère a dit. Au niveau du prix de vente, I5, voilà, mettons $50. Chez les Congolais, lorsqu'on a mis $50, on a pensé qu'on va gagner 22. Mais en réalité, vous ne gagnez pas 22. En mettant ça, vous ne gagnez que $15. Et lorsque vous avez l'illusion d'un bénéfice de 22, vous pouvez dépenser, croyant que vous avez gagné 22. En réalité, vous n'avez gagné que 15. Les chiffres. Vous ne pouvez pas vous en sortir et penser que vous-même, avec tout ce que vous avez en tête, les enfants, les affaires, la marchandise a été bloquée à la douane, je vais appeler mon douanier et tout ça. Et au même moment, on est en train de vendre. Vous ne pouvez pas réussir à commencer à écrire des choses comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est comme votre boussole, qui est comme votre miroir, qui conseille,
Si vous voulez baisser les prix, vous baissez les prix comment? Si vous n'arrivez pas à connaître en détail les articles, à quel coût c'est arrivé. Lui, lorsqu'il regarde ça, il peut se dire, non, je vais baisser à 48. Là où il y a le prix de vente, essayez de mettre 48. Là, voilà, là, il peut se dire, je mets 48. Je me dis, il met à 48. Il baisse le prix. Mais il n'a pas perdu parce qu'il gagne toujours un bénéfice de $13. Il gagne toujours $13. Il a ces chiffres comme un miroir. Et lorsqu'il veut vous faire la concurrence, il sait exactement à quel niveau et lui, et vous, et lui et vous n'allez pas dépasser. Parce qu'il ne peut pas vendre en dessous de $34. Il ne peut pas. Si vous commencez à suivre son rythme, vous ne savez pas à quel niveau vous devez vous arrêter. Lui, sait. Si nous voulons nous battre dans le business avec les hommes d'affaires qui sont expatriés, arrangeons notre façon de fonctionner. Tant que les concurrents de taille ne sont pas encore sur le marché, vous aurez l'illusion d'avancer. Mais lorsque nous sommes face, lorsque nos amis qui sont en ville vont venir à la Kenya et que les commerçants de la Kenya continuent à fonctionner tel qu'ils le font, c'est comme ça qu'ils le font chaque jour, ils ne notent pas les achats. S'ils notent les achats, ils ne vont pas noter les dépenses, surtout les dépenses. Ils se réveillent le matin, mais il faut quand même vous prenez cette décision en fonction de quoi? Vous savez la question que les banquiers posent aux gens? Quand vous arrivez, un banquier vous pose une question. Si je vous donne $100,000, vous allez commencer à me payer combien par mois? Et vous allez dire, non, comment on a pas 100 000, chaque mois, vous n'avez pas 5 000. Les 5 000, vous les dites en fonction de quoi? Et c'est là qu'on part dans les réflexions du genre, ma banque a essayé de que bantu. Le problème, c'est nous. Si nous voulons tenir sur le marché, changeons maintenant. Changeons de maintenant. J'aurais bien souhaité une conférence comme celle-ci. On peut juste aller à la conclusion. J'aurais bien souhaité une conférence comme celle-ci, que nous soyons plus que ce que nous sommes ici. Parce que nous voulons sauver notre business, nous ne pouvons pas sauver en fonctionnant comme nous fonctionnons. En conclusion, voici ce que nous disons. On peut dépasser tous les autres slides, on va juste à la conclusion. On peut avancer les slides jusqu'à là où c'est écrit conclusion. Alors, nous ne pouvons pas avancer dans le business si nous n'arrivons pas à modifier notre façon de faire. On avance jusqu'au niveau des comptes. Voici ce que nous vous proposons pour finir. 1. On peut remonter. Voici ce que nous vous proposons. Commencez par noter. Écrivez s'il vous plaît. Si vous n'écrivez pas, vous aurez toujours du mal à obtenir les crédits dans une banque. Vous allez penser que c'est les banquiers qui vous en veulent. Non, les banquiers ne vous en veulent pas. C'est vous le problème. Le banquier veut donner l'argent de quelqu'un d'autre. Il doit voir clair. Vous-même, si quelqu'un vient vous dire, mon chez Makout, mais Michel dans la cage, est-ce que vous prenez les risques? Non. Vous ne prenez pas les risques. Mais si vous savez que c'est un travailleur, il a un salaire à la fin de chaque mois, vous pouvez vous permettre. Commencez à écrire. Et à la fin de chaque mois, faites le total de tout ce que vous avez écrit, vendu. Deuxièmement, commencez à écrire vos achats. Ce que vous achetez, écrivez-le. C'est important. Pas pour quelqu'un d'autre, pour vous-même. Dieu, l'exemple que... Le verset que l'Ancien a donné, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi Dieu demandait aux gens d'écrire? Il disait à Moïse, écris. C'est pour que ça puisse servir à des générations futures. Vous faites votre business, vous n'écrivez pas. Vous partez de ce monde et l'enfant ne se retrouve pas du tout.
Papa n'a laissé aucun papier. Quand il avait un problème en justice, la manière dont papa s'était en sorti, on n'a aucun papier. Aucune référence. Troisièmement, notez vos dépenses. Ici, je vous supplie. Bon, frère, tu peux souligner la partie noter les dépenses opérationnelles. Ici, les gens confondent beaucoup. Quand j'achète quelque chose à 10 dollars et que je veux vendre cette chose à 15 dollars, mon bénéfice, ce n'est pas 5 dollars. J'ai acheté à 10. J'ai vendu à 15. Le vrai bénéfice, ce n'est pas 5. Parce que c'est sur les 5 là qu'on va payer le loyer, qu'on va payer les travailleurs. Il y a beaucoup de dépenses qu'on appelle les dépenses des opérations. Et si vous voulez avancer, vous devez commencer à les écrire. Faites des évaluations avant de lancer un projet. Vous avez un magasin, vous voulez commencer à construire des appartements. Et ça, c'est dangereux. Je vous parle de mon expérience. Vous allez voir un homme d'affaires, en tant que j'ai un appartement, il vous dit ceci, il vit tout comme en janvier. Il faut qu'avant vous, là, ni chez un appartement, ni équipé. C'est bien. Mais vous allez construire avec quoi? Avec l'argent des magasins. Est-ce que le magasin va produire les bénéfices qu'il sera à mesure de construire dans ces délais-là? Nous, on ne fait pas ça. Pourquoi? On n'a pas de chiffres. On se réveille le matin, mouze ciment, mouze mouchanga, il faut moukauze macaro. Et tout ça, on se rend compte que à un moment donné, les appartements sont bloqués, le business aussi est en train de chuter. Pourquoi? Parce que le chiffre, on n'a pas compris son langage. Avant de lancer un projet, il faut faire une évaluation de votre activité. Évaluer la performance de votre activité avant d'aller voir les banquiers. Faites très attention. Beaucoup de commerçants nous ont dit ceci. Pourquoi ma banque est à Mukongo? Quand on a l'omba 500 000, on va te 50 000. Pas chaque pas ma montant beau. Et là, ça fait rire aux gens. Quand vous dites ça à un banquier, il va rire. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas à un moment donné. Si un banquier vous donne 100 000 dollars, il peut gagner 20 000 dollars. S'il vous donne 50 000 dollars, il peut gagner 11 000 dollars. Si vous étiez les banquiers, vous allez donner 50 000 ou vous allez donner 100 000. Vous serez tenté de donner 100 000 pour gagner beaucoup. Mais pour quelle raison un banquier va baisser votre montant? C'est pour vous éviter, parce que vous n'avez pas fait cette évaluation avant d'aller à la banque. Si vous auriez fait ça, vous devriez venir à la banque pour dire j'ai besoin de 50 000. Alors le banquier, il fait ça à ta place. Et il vous dit indirectement, Niki kupache à 100 000, tout a isha kuparke. Mieux vaut, ni kupache le kuku anakulaka pamoya na mulomo yaki. C'est comme si les banquiers se privent des intérêts pour votre paix. Et les gens ne comprennent pas. Soyez recrutés. Vous savez, les ordinateurs aujourd'hui, ça coûte même 100 dollars. Hein? Les ordinateurs d'occasion là. Ça coûte même 100 dollars. Achetez un ou deux. Organisez votre activité. Ça ne coûte rien. Vous savez pourquoi vous pensez que ça coûte? C'est parce que vous ne voulez pas dépenser. Les hommes d'affaires n'aiment pas dépenser. Ils préfèrent acheter un véhicule de 50 000 dollars pour rouler, mais ne pas recruter quelqu'un qui va l'aider dans le business qui va payer 200 dollars. Les notez bien. Je l'ai mis parce que si vous voulez garantir la pérennité de votre activité après vous, c'est ce que nous avons dit, n'ayez pas l'obligation de noter. Alors, ici nous disons, trouvez une personne, même s'il vous coûte cher, pour qu'il puisse commencer à vous aider. Les inventaires. Même si vous n'avez rien compris de tout ce que nous avons dit. Celui-là, ne ratez pas. Tout ce que nous avons dit, vous dites, je n'ai pas compris, très bien.
Mais celui que le frère est en train de souligner, ne ratez pas ça. Faites les inventaires. Fermez les magasins, même pendant des jours. Comptez ce que vous avez au prix d'achat. Faites ça. Ayez la régularité de faire. Je vous donne un exemple. Si j'arrive, je compte les chaises qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Si ces chaises, je les ai achetées à $100, ça me fait $100,000. Si je vends 6 mois après, ou bien 3 mois après, je reprends encore le comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me rends compte que les chaises que j'avais comptées à 100,000, ça commence, j'ai compté cette fois-là, ça devient 95,000. C'est que pendant les 6 mois, vous avez perdu 5,000. Si vous faites seulement les inventaires, vous allez comprendre vous-même, est-ce que vous êtes en train d'avancer? Est-ce que vous êtes en train de reculer? C'est pour cette raison, toutes les grandes sociétés font des inventaires. Sauf nous. Si vous vous donnez la discipline de faire les inventaires vous-même, vous ne saurez pas. Imaginez-vous que vous avez un dépôt de 20 mètres sur 10 marchandises chaque yal. L'inventaire, ça veut dire, vous allez déblayer chaque... Il est comme, vous comptez, ça c'est 10. Mais il est chaque fungula. Vous comptez par pièce. J'aime quand quelqu'un va assister au inventaire et à pharmacie. Vous allez vous dire, ce n'est pas possible. Une pharmacie, ce n'est pas possible. À l'époque, il y avait des médicaments là qui étaient en vrac. Lorsqu'on fait l'inventaire d'une pharmacie, on compte par comprimé. Comprimé, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir des gens faire une semaine du matin au soir. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont besoin de savoir combien je vaux aujourd'hui. Même s'il y a des travailleurs qui te volent, tu vas découvrir ça avec les inventaires. Tu vas te rendre compte que quand tu vas évaluer tes histoires, et 3 mois après, quand tu vas refaire, il y a des choses qui manquent. Il y a des personnes que c'est la banque, les banques qui ont découvert ça à leur place. C'est impossible. Nous sommes là. Les enfants du pays. Nous voulons aller loin. Nous devons ménager notre monture aujourd'hui. Je vous remercie pour votre assistance et je remets le micro à notre sœur pour le mot de la fin pour notre ancien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette intervention? Merci beaucoup, frère Cyrus. Quel